Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette rencontre autour de Claire Marin. Claire qui est philosophe et autrice de nombreux ouvrages. Je vais juste citer deux d'entre eux, Rupture et Être à sa place. Alors nous avons commencé la discussion hier toutes les deux, où nous avons parlé de la femme que l'on devient. Et ce soir, nous allons vous proposer de parler plutôt des hommes, puisque l'intitulé de cette intervention, c'est « De l'homme sans émotion à l'homme en perdition », avec un point d'interrogation, bien sûr. Et donc, l'idée dans cette discussion avec Claire, eh bien, c'est de réfléchir au devenir de l'homme, ce que devient l'homme, en se posant la question de quel est ce modèle viril qui s'impose à eux. Évidemment que cette réflexion s'inscrit également dans la suite de ce mouvement MeToo qui, depuis quelques années, eh bien, a permis de dire des choses, de réfléchir à tous ces sujets qui, jusque-là, étaient quand même travaillés par des philosophes, par des sociologues, par des anthropologues, mais qui a pris une dimension beaucoup plus importante et qui concerne, je crois en tous les cas, un nombre beaucoup plus grand aujourd'hui de citoyens, tout simplement, en dehors des intellectuels qui peuvent travailler sur ce sujet. Et donc, s'il est important, après avoir réfléchi au devenir de la femme, eh bien, de réfléchir au devenir de l'homme, avec un paradoxe, nous sommes deux femmes à en parler, mais nous aurons à la fin de cette intervention, qui va durer à peu près une demi-heure, un quart d'heure d'échange avec vous. Donc, si les hommes qui sont là ont envie, évidemment, de dire un certain nombre de choses, vous serez les bienvenus, bien évidemment. Alors, Claire, je voudrais que l'on commence cette discussion en se posant la question de savoir quel est le modèle viril aujourd'hui qui a cours. Est-ce que ce modèle a été foncièrement remis en question par ce mouvement justement MeToo, puisqu'on on lit des témoignages d'hommes qui se sentent un peu perdus aujourd'hui après toutes ces discussions et ces remises en question finalement du rôle patriarcal et du rôle ancestral qu'ils ont eu. Donc comment toi tu vois les choses et comment tu les analyses en tant que philosophe? Alors moi, mon terrain d'analyse, si je peux dire les choses comme ça, c'est de voir comment mes étudiants ont changé aussi d'attitude, d'apparence, quels sont les clichés qui fonctionnent de manière encore très forte, les résistances à l'idée d'identité masculine qui présenterait des éléments féminins. Elles sont encore très très fortes. On peut les identifier, elles sont souvent nourries par des croyances religieuses ou des représentations, des interprétations qui s'appuient sur des lectures religieuses et qui sont après transformées, reprises et parfois dévoyées. Mais je vois aussi, et ça c'est assez nouveau, des éléments, des détails qui longtemps ont été typiquement féminins, comme par exemple le vernis à ongles, qui est porté par mes étudiants, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, puisque c'est aussi un sujet dont on parle, ça aussi c'est nouveau, que cette question du genre devienne, et de l'identité devienne centrale. Donc on a des discussions avec les étudiants sur ces questions, et donc je vois apparaître dans les couleurs, les vêtements, le recours au maquillage, le fait de se teindre les cheveux, des formes très différentes et moins stéréotypées de ce que doit être l'apparence d'un jeune garçon de 20 ans aujourd'hui. Il reste que quelque chose est assez frappant, c'est qu'il y a quand même une injonction assez forte, et on peut se demander, même si ça paraît paradoxal, si les femmes n'essayent pas de coller à des éléments de virilité, notamment dans le rapport au corps. C'est-à-dire, ce qui était une définition du corps viril pendant longtemps, c'était un corps athlétique pour l'homme, le modèle de l'athlète grec. Et ce modèle du corps de l'athlète, c'est désormais un modèle auquel les femmes aussi essayent de coller. Cette idée d'un corps qui
qui soit dans la tension, dans la maîtrise, relativement musclé, pas un corps qu'on abandonne, qui se relâche, etc. Je vois que les jeunes étudiants, ce qui existait déjà il y a quelques années, mais maintenant les jeunes femmes aussi l'ont inscrit dans leur espèce de routine. Donc la distinction entre le corps féminin mou et le corps masculin tendu, c'est une vieille distinction. Elle est chez Aristote. Hein. Elle est censée s'appuyer sur des constatations biologiques. Et ce corps qui serait trop mou, qui serait trop sensible, nous empêcherait de penser, nous les femmes, parce qu'on serait incapable de constance, de mesure, de tempérance à cause de ce corps trop émotif, trop sensible et mal maîtrisé. Alors que le corps masculin, lui, serait un corps tendu, qui ne se laisse pas aller, et qui donc, d'une certaine manière, par cette espèce de musculature, donc on n'interroge pas si elle est naturelle ou pas, mais serait plus à même de se consacrer à la pensée. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les étudiants, par exemple, que tu as, il y a finalement un modèle, j'allais dire presque unisexe, qui ressort par rapport à des genres très marqués, comme c'était le cas auparavant? Tu irais jusque-là? C'est ça qui est très troublant, c'est que il y a en apparence dans la manière de se vêtir, de se coiffer, de se maquiller, une plus grande diversité, avec des codes qu'on emprunte aux catégories traditionnelles du masculin et du féminin, avec des effets de flou qui sont intéressants. Mais il y a un rapport au corps qui est peut-être plus unifié dans le contrôle, la maîtrise du corps, du rapport aussi de la valeur sociale que ça implique. Enfin, c'est-à-dire le corps comme investissement dans une logique d'être accepté socialement, avec tout ce que ça dégage professionnellement d'implicite sur la maîtrise, l'endurance, la persévérance du candidat. Donc, il y a à chaque fois plusieurs couches, entre guillemets, à interroger sur la manière dont on a l'impression de se libérer de stéréotypes et dont on revient, en fait, sans peut-être nécessairement s'en rendre compte, à une norme encore plus partagée. Et alors, dans ce cadre-là, finalement, quelles seraient pour toi ou comment tu observes ces nouvelles formes de la masculinité? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, justement, dans ce contexte et à partir de ce que tu viens déjà de nous décrire? Alors, je crois que c'est pour ça qu'il y avait le terme d'émotion dans le titre. Je crois que on parlait hier de discours qui changent. Chez les femmes, on raconte la vie secrète ou silencieux des femmes. Là, il y a une espèce de libération dans le rapport à la sensibilité, dans l'expression des sentiments, du doute aussi. Il ne s'agit plus d'être nécessairement affirmé, assuré, solide. Donc, il y a peut-être quelque chose comme une réappropriation et qui reste assez pudique, hein, mais par les jeunes hommes d'un domaine dont ils ont pu intérioriser dans l'enfance qui leur était interdit. Ça, c'est dans les études de genre, on voit bien, par exemple, Gilligan aux États-Unis, comment il y a un apprentissage des émotions, qu'elles sont évidemment pas naturelles, elles sont construites avec des interdictions de sensibilité pour l'homme et de violence pour la femme, pour dire les choses très rapidement. Et à partir d'émotions, c'est vrai qu'on entend parfois des hommes, alors qui ne sont pas forcément très jeunes, ou dans certains pays, en fonction du poids social et ou religieux, on s'aperçoit qu'il y a des propos selon lesquels certains métiers ne sont pas faits pour les femmes, mais au contraire pour les hommes, et valorisant justement ces atouts de la virilité, estimant que les hommes, eux, peuvent faire des métiers que les femmes sont absolument incapables de faire parce qu'elles sont envahies justement par leurs émotions. Et je reviens effectivement au titre de cette rencontre. Et est-ce que tu as le
sentiment qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose quand même qui existe et que toi, tu entends de la part de tes étudiants, ou quand même les étudiants que tu as considèrent que ce discours sur des métiers qui ne seraient pas faits pour les femmes en raison de leur émotion, quand même est quelque chose de passé aujourd'hui, ou c'est quand même, ça peut être encore là? Alors, je pense que le fait que les métiers soient genrés dans les représentations, ça s'efface. Mais dans les faits, on voit bien dans la manière dont les jeunes filles s'orientent dans les études, il reste des espaces qui sont statistiquement plus masculins et au sein desquels les filles sont plus ou moins bien accueillies, pour dire les choses de manière posée. Et elles le savent. Et parfois, soit elles sont combattantes et elles y vont, mais il y a cette réserve de se retrouver dans un milieu où elles seront mal accueillies, où elles seront pas bien traitées. Si on interroge des jeunes policières, si on interroge des écoles militaires, et parfois même tout simplement des cursus scientifiques, pour les jeunes femmes, c'est quand même assez compliqué, et, assez pesant d'avoir non seulement à faire 2 fois plus ses preuves, mais en plus subir une logique masculine qui est exacerbée par le groupe, enfin plus exactement une logique de virilité qui reste peut-être, parfois c'est ça peut-être le plus triste, juste théâtral. C'est-à-dire il s'agit de jouer ce rôle de ce qu'un homme est censé être, sans pour autant peut-être l'être vraiment. On parle parfois de dysmentalisme, dans cette espèce de clivage entre un garçon qui va être doux et tendre avec ses sœurs, et puis qui va jouer le vrai mec, puisque c'est le titre d'un ouvrage dont on parlera plus tard, quand il s'agit d'être dans une certaine sociabilité. Et on voit comment cette sociabilité, ce groupe masculin crée, là aussi c'est de l'inconscient collectif, mais une espèce de pression sur l'apparence qu'il faut donner et sur le type d'attitude, de posture ou de discours qu'il faut tenir. Alors justement, tu viens d'évoquer le titre d'un ouvrage de Vrai mec. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce qui m'a beaucoup troublée ces derniers temps, c'est de voir dans les titres, et c'est pour ça que j'ai apporté aussi un livre ici. En l'occurrence, j'ai apporté le livre de Mohamed Bougarsar qui s'appelle De purs hommes, qui était son premier roman. De voir dans les titres apparaître cette question du pur, du vrai, du juste. Je pense aussi au livre de Jablonka qui s'appelle Des hommes justes. Donc tout d'un coup, ce qui apparaît là, c'est un questionnement sur ce qu'est un homme, alors que pendant longtemps, on s'interrogeait sur devenir une femme comme s'il y avait une évidence de ce que l'homme était et qu'il n'avait pas à être transformé, qu'il n'avait pas à envisager son devenir, comme si l'homme lui-même n'était jamais construit. Donc, et ici, on voit, c'est pour ça que je ne parlerai pas d'homme en perdition, ça me paraît un petit peu tragique comme titre, mais on voit un questionnement des hommes sur eux-mêmes, parfois même un peu douloureux. Là, ce que j'entends aussi chez les étudiants, c'est on en a marre d'être toujours renvoyés à des salauds, je vous épargne tous les autres termes, mais nous, on n'a rien fait, et on a l'impression qu'on est condamné à devenir ce genre de type pour lesquels on a, nous aussi, du mépris et de l'abjection. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir, ce sera intéressant, de voir s'ils sont rattrapés, notamment par la sphère professionnelle, puisque c'est aussi là que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, un marqueur assez parlant, c'est le congé paternité. Dans quels espaces sociaux et professionnels les hommes osent le prendre et seront valorisés par le groupe de l'avoir fait, et dans quels autres types d'espaces on va y voir un marqueur de quelqu'un qui n'est peu impliqué, à qui on ne confiera pas de responsabilité, etc. C'est vrai que la question de la responsabilité, effectivement, qu'on peut accorder à partir d'un homme qui va prendre ses congés ou qui va partir à 18h parce qu'il y a une réunion à l'école
et ce qui n'est pas dans les codes habituels. Effectivement, c'est lourd pour les hommes de pouvoir, dans certains milieux, de pouvoir s'affranchir de cela et s'affirmer finalement en estimant que eh bien, leur rôle aussi de père doit être pris en considération et sans que ça puisse remettre en question leur investissement professionnel, alors que pour les femmes, la question ne se posait pas de la même façon. Et du coup, ce que tu viens de me dire m'amène à peut-être à une réflexion, on peut continuer, poursuivre cette réflexion sur qu'est-ce qui a changé aussi dans le rapport des hommes justement avec les enfants, puisqu'on voit bien que là, il y a quand même des évolutions très, très fortes avec la société qui aujourd'hui, par exemple en France, où il y a cette mesure maintenant où les hommes ont droit à 1 mois de congé paternité, ce qui est quand même, alors qu'il y a encore quelques années, c'était 3 jours. Donc là, il y a eu une évolution quand même considérable, permettant aux hommes de remplir leur rôle et de pouvoir participer au début de l'apprentissage aussi de cette vie, avec un enfant, que ce soit pas simplement la mère. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est de nature à permettre une évolution, que la loi permettre ce congé, ou ça ne viendra pas de la loi, mais ça vient évidemment des comportements et de l'évolution de la société? Je pense qu'il y a les mentalités, les espaces qui valorisent ou dévalorisent, l'autorisation tacite qu'on entend derrière des lois, et puis après peut-être des aménagements, et là finalement peut-être que le confinement aura aussi des effets positif à long terme, c'est-à-dire le fait de pouvoir de plus en plus télétravailler. Ça rend difficile de dire j'ai une réunion très tard, je pourrais pas aller chercher les enfants à 6 heures, puisque donc mon exemple est peut-être pas très bon, mais peut-être que le fait d'être plus chez soi pourra amener certains hommes à participer plus à cette charge qui est la charge matérielle qu'un enfant, et temporelle évidemment, qu'un enfant demande. La question qu'il faut se poser, c'est comment sont investis les temps consacrés à l'enfant, c'est-à-dire est-ce qu'avec son enfant on fait du sport, on va au cinéma, ou est-ce qu'on l'emmène chez le médecin, ou est-ce qu'on reste à la maison quand il est malade? Évidemment, passer du temps avec son enfant, ça mérite aussi d'être examiné de près pour voir si là aussi il n'y a pas encore un partage pas tout à fait équitable des moments agréables ou désagréables à passer avec l'enfant. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent cette idée que la mère s'occupe des aspects les moins sympathiques et que le père, lui, va se réserver des moments de détente, et ce qui, du coup, ne permet pas de parler d'une égalité dans le rôle joué par les parents, puisque la mère n'a pas forcément le rôle le plus agréable, mais qui est de celui d'imposer finalement des règles de vie, alors que le père, lui, va être plus dans le plaisir et dans les moments partagés en dehors de la maison. Et donc, c'est vrai que ça pose question. Il y a un autre marqueur qui est très frappant, c'est les réunions parents-prof, où les mères sont toujours surreprésentées, et tout ce qui est autour de Parcoursup en France, c'est-à-dire cette procédure complexe d'orientation, toutes les demandes viennent des mères. Donc, c'est assez frappant de voir que le parcours d'éducation va être, dès qu'il devient un peu complexe, dès qu'il faut fournir des documents, etc. Alors, les pères peuvent écrire les lettres de motivation pour leur fils, parce que la lettre de motivation joue un rôle important. Pour leur fils, tu as dit. Ouais. Et c'est les mères qui s'interrogent sur la logique de Parcoursup, sur les spécificités des facs, sur les critères demandés par les enseignants, etc. Et ça, toi, tu le vois, tu le constates? Je le vois parce que j'analyse les dossiers, et donc beaucoup d'amis, de collègues me posent les questions, et pour l'instant, je n'ai pas eu de questions de père. Donc c'est une petite expérience, ça vaut pas universellement, mais voilà, il y a quand même des petits signes dans le rapport à l'éducation et au parcours scolaire qui sont encore très genrés.
Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on revienne un peu à ce mouvement MeToo quand même, qui a évidemment beaucoup bouleversé les rapports, ou en tous les cas qui induit de nouveaux comportements dans les relations entre hommes et femmes. Et on a beaucoup évidemment parlé des femmes, parce que ce mouvement est parti de cette volonté de remettre en question des comportements qui étaient plus supportables, et vraiment dans le premier sens du terme. Comment analyser, on en a un peu parlé, mais je pense qu'il faut qu'on creuse un peu cette question qui est quand même importante, du coup, de ce rapport des hommes à ce mouvement. Comment, et en particulier chez les jeunes, puisque toi, comme tu enseignes, tu as beaucoup de jeunes avec toi, c'est intéressant de voir comment ces jeunes s'approprient ou non ce mouvement, qu'est-ce qu'ils en disent, comment ils se situent par rapport à ça, et est-ce qu'ils ont une certaine distance, ou au contraire, ils considèrent que c'est important parce qu'à terme, ça permet des relations plus sereines entre les deux sexes, pour parler de relations hétérosexuelles dans cette première partie de la discussion. Alors, moi, les étudiants que j'ai, finalement, ils étaient un peu jeunes pour se sentir concernés par ce type de comportement qui ne sont pas les leurs, ou qu'ils n'ont pas encore identifiés comme ayant été intériorisés. Je pense qu'il y a une conscience très nette chez les jeunes filles des formes de discrimination ou des types d'inquiétudes qu'elles peuvent ressentir. On en parlait hier. Et il y a chez les jeunes garçons soit ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se distinguer radicalement de figures prédatrices ou de comportements misogynes, soit l'idée finalement que en fait ça ne les concerne pas, enfin qu'ils vivent dans un monde différent où les rapports ont été changés. Mais là encore, c'est très variable, puisque il y a aussi des réactions très virulentes qui disent, en s'appuyant sur différents modèles, que la femme est là pour être soumise et dominée. Je l'entends aussi chez des jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Et là, évidemment, les considérations sociales, religieuses, l'influence du groupe jouent un rôle important. Et est-ce que toi, tu as vu des travaux qui ont été menés? J'imagine que depuis que ce mouvement a émergé, il y a eu déjà un certain nombre de travaux. Et que disent ces travaux justement sur la perception et l'acceptation ou non par les hommes de ce mouvement, et comment ils se situent par rapport à ce mouvement? Et il me semble qu'il y a eu, d'une part, l'idée d'un discours évidemment un peu hystérique, un peu exagéré. Et ça, à titre personnel et en discutant avec d'autres femmes, c'est quelque chose qui nous a surprises. C'est que un certain nombre d'hommes cultivés, intelligents, éduqués de notre génération étaient incrédules. C'est-à-dire, ou pensaient vivre dans des milieux où ça n'existait pas. Par exemple, moi j'ai beaucoup entendu « mais nous, à l'université, ça n'existe pas ». Et des hommes qui ont accepté ce discours, non pas quand ils venaient de leur femme, mais quand ils venaient de leur fille. Et ça, c'est un élément intéressant qu'on voit par exemple chez Jablonka, qui explique comment il interroge le fait d'être un homme aujourd'hui, mais pourquoi il l'interroge, il me semble, dans la relation avec ses filles. Mais avant d'avoir des filles, il a eu une mère, il a eu une épouse, il a eu des amies femmes. Et donc, il faut peut-être que ça touche quelque chose d'un peu viscéral, la fragilité ou la vulnérabilité d'une femme aujourd'hui, pour que ces questionnements apparaissent. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à interroger. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient sensible aux violences subies ou potentielles qu'une femme peut vivre? Et toi, dans l'observation que tu as fait de ce mouvement, tu considères qu'effectivement, il y a eu au départ des comportements peut-être qui sont allés très loin dans la revendication de ce mouvement, de la dénonciation des faits,
ou c'est un peu un passage obligé pour permettre finalement qu'un tel mouvement puisse exister. Souvent, on dit dans ces mouvements-là, pas forcément MeToo, mais d'un mouvement social en général, que parfois ça va très loin, mais qu'il faut attendre un peu de temps, que le balancier revienne au milieu, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un choc finalement pour que les choses puissent évoluer. Et dans ce mouvement MeToo, on a vu effectivement des critiques selon lesquelles c'était allé beaucoup trop loin et qu'au bout du compte, ça desservait le mouvement. Mais est-ce que c'est pas inévitable? Et est-ce qu'au lieu de s'accrocher à ça, il faut se dire que c'est un passage obligé et que les choses vont se restabiliser pour permettre à ce mouvement de continuer, mais sans que ça aille trop loin, selon certains. Mais après, il faut déterminer ce que ça veut dire aller trop loin ou non. Oui, alors qu'il y ait des formulations qui peuvent sembler excessives ou des dénonciations qui peut-être auraient dû prendre une autre forme, des accusations qui auraient mérité plus de prudence. Après, il faut voir à quel type de violence perpétrée pendant des siècles ce mouvement répond. Il a été assez fulgurant, hyper rapide. En quelques jours, les réseaux sociaux étaient saturés de femmes qui racontaient toutes les histoires qu'elles avaient vécues, y compris des très jeunes femmes. Mais je pense que ça a créé quelque chose d'assez positif, qui est une vigilance désormais à ces violences-là ou à ces traitements différenciés, une vigilance contemporaine qui est intériorisée, y compris par ceux et celles qui peuvent la juger excessive. Mais malgré tout, maintenant, quand on fait une blague misogyne, on va quand même mettre quelques éléments rhétoriques où on va dire mais non, bien sûr je blague, ou des éléments de ce type. Donc on va voir ça apparaître. C'est vrai que c'est tout à fait juste. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles formes d'hyper-masculinité qui apparaissent ou c'est pas du tout un sujet qui te paraît pertinent? Alors sans doute, moi j'y suis pas confrontée. Donc c'est ma chance. Donc là, j'en parlerai assez mal. Mais je pense à autre chose dans la continuité de ce qu'on disait juste avant. C'est dans les autres ouvrages très récents. Il y a un gros roman du romancier Grégoire Boulier qui décide de mettre en scène, qui s'appelle Le cœur ne cède pas. Et pour la première fois, il a un roman qui est absolument romanesque, imaginaire, dont les personnages principaux sont un détective à l'américaine, donc macho, misogyne, vulgaire, etc., et son assistante. Et donc le détective est une espèce d'avatar de Grégoire Boulier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre que le biais aujourd'hui, c'est de rester dans une nouvelle binarité avec ceux qui ont compris que les femmes sont aussi puissantes que les hommes et ceux qui l'auraient pas compris. Et il dit que le rapport finalement des hommes à la violence subie par les femmes, cette violence touche aussi les hommes et il donne sa propre expérience, qui là pour le coup est autobiographique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être le fils d'une femme qui a été maltraitée. C'est-à-dire les violences, en réalité, elles ne s'arrêtent pas à la femme maltraitée. Elles ont des conséquences sur les enfants de cette femme, sur ce dont ils vont s'imprégner, soit comme la norme de maltraiter sa femme, soit comme une répercussion du type de folie ou d'angoisse ou d'indifférence que la mère va développer après ce genre de violence. Donc, il dit, mais moi, j'ai subi par contre-coup les violences faites à ma mère, notamment des violences incestueuses quand elle était enfant. Donc, je suis aussi une victime indirecte, certes, mais de cette violence. Donc, en réalité, le danger, c'est de séparer comme si ce qui était subi ou craint par les femmes n'avait pas d'impact sur leur rapport
par la suite à leurs filles et à leurs garçons. Oui, évidemment, ça c'est un point extrêmement important. Alors peut-être pour finir, une dernière question, parce que je voudrais qu'on garde un peu de temps pour la discussion avec vous qui êtes présents. Est-ce que dans la littérature, tu vois une évolution dans les personnages et justement dans ces rôles entre les hommes avec un rôle d'homme et les femmes qui sont dans des positions donc plus traditionnelles? Est-ce que dans la littérature, tu vois une évolution justement dans la définition et dans ces personnages de ces répercussions finalement auxquelles on assiste maintenant depuis quelques années? Est-ce que c'est déjà perceptible ou est-ce que tu n'as pas noté quelque chose de particulier dans ce domaine? Si, il me semble qu'on a des nouvelles figures de la masculinité qui embrassent leurs émotions, qui les expriment, alors c'est sans doute impulsé par des écrivains homosexuels, mais sans nécessairement que ça soit lié. Et je vois aujourd'hui des figures, je pense à un tout jeune auteur qui s'appelle Simon Johannin, dont le premier roman s'appelait L'été des charognes. Et Simon Johannin raconte comment, vivant dans un milieu rural où cette virilité archétypale est cultivée, son héros, qui est un peu son double, est très très mal à l'aise parce qu'il a le sentiment qu'il ne pourra jamais être un garçon. Et il dit dans une interview, c'est assez intéressant, qu'il a été rassuré par la figure de Buster Keaton, en laquelle il ne voyait pas tous ces archétypes, et il s'est dit, en voyant un film un peu par hasard, qu'on pouvait être un homme comme ça. Et donc, on voit apparaître même dans la figure d'acteur. On peut penser à Timothée Chalamet ou d'humoriste. Par exemple, Paul Mirabel, il s'habille en rose, il a les cheveux blonds, etc. Donc, on voit ce type d'expression. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça produit comme parole qu'un homme peut avoir, ou comme chagrin qu'il peut éprouver, et comme type de sensibilité qui sont évidemment les siennes, mais que maintenant, il peut s'autoriser à dire. Alors, je vous propose maintenant de vous donner la parole si vous le souhaitez. Il nous reste un petit moment. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous exprimer, à poser des questions à Claire. Oui, monsieur. Alors, il y a un micro. Je vous remercie et je m'adresse à Claire Marin en tant que philosophe. Je vais poser une question, entre guillemets, beaucoup de guillemets philosophiques, mais qui touche à la réalité des problèmes que vous avez évoqués. Et ma question concerne le binarisme oppositionnel entre le masculin et le féminin. Et je me réfère à l'œuvre de Jacques Derrida, où qui a dénoncé le phallogocentrisme qui régnait à ces années 60-70. Et en me référant au sujet de votre conférence de l'homme sans émotion, le passage de l'homme sans émotion à l'homme en perdition, où l'on voit une crise d'identité masculine, c'est ça le problème. Je pose la question, en tant que philosophe, que vous pouvez nous dire que, est-ce que vous voyez que, à cette époque-ci, à ce moment-là, il existe un amoindrissement de la virilité exprimée par le phallogocentrisme. C'est ça. Et je suis vieux, vous êtes jeune, non, c'est ça. Et je voudrais savoir si vraiment la dénonciation du phallogocentrisme derridien s'accorde avec ce passage de l'homme sans émotion à l'homme en perdition. Je vous remercie. Alors, je crois que la crise de la virilité, il faut être très prudent, parce que sans doute qu'il y a certains chercheurs pensent que c'est plus un mythe qu'une réalité. Et,
on va pas demander à chacun ses expériences, mais je pense que la crise est pas si inquiétante que ça. C'est sans doute la moins inquiétante de toutes les crises qui nous concernent. Et que cette déconstruction, qui évidemment est un terme qu'on emprunte, qu'on connaît tous aujourd'hui et qu'on emprunte à tort ou à raison à Derrida, cette déconstruction, il faut aussi s'en méfier parce qu'il se peut que on joue l'homme déconstruit ou on se pense comme déconstruit et qu'on profite toujours des intérêts de la domination. Parce que ma réponse à votre question, c'est que on ne peut pas dire que cette domination-là, qui passe par la prise de parole, la prise de décision, elle est diminuée. Disons que statistiquement, il me semble que les postes de pouvoir dans les domaines économiques, politiques et même éducatifs, si on dit les choses, restent occupés par des hommes. Donc, pour le moment, si on s'en tient aux chiffres et aux constats, peut-être que c'est une question de génération, on peut l'espérer, mais pour le moment, ça reste très masculin, le pouvoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un souhaite s'exprimer? Quelqu'un se lève derrière? Non, je suis passée pour prendre la parole. Oui, madame. Je voulais Bonsoir, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut déterminer dans le temps quand est-ce qu'il y a eu cette conciliation, si vous voulez, c'est-à-dire ces écarts vont aboutir à un assainissement, disons, de la situation. D'une génération à l'autre, les choses vont mieux, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut déterminer quand, exactement, dans le temps, on va arriver à une société beaucoup plus saine, si vous voulez, pour ce qui est des rapports? Alors, je crois malheureusement qu'on peut pas parier sur une espèce de logique de l'histoire et de progrès. On voit comment certains États ont réduit les droits des femmes d'une manière tragique récemment. Donc, il n'y a pas de certitude de ce progrès. On avait des pensées d'égalité, par exemple, chez les cyniques avec Diogène et Hipparchia. Ça n'a pas disséminé une forme d'égalité entre hommes et femmes par la suite. Donc peut-être que là, le mouvement, on peut espérer qu'il soit un peu plus massif, mais il suffit d'une crise, hein, comme ça a été dit avant moi, pour que les femmes perdent les droits qu'elles ont conquis à un moment dans l'histoire. Mais j'aimerais vous dire, oui, ça va venir bientôt. J'en suis pas complètement sûre. Est-ce qu'il y aurait encore une question ou un commentaire ou avez-vous envie de vous exprimer? Non? Plus de... Ah, voilà. Peut-être deux questions. Une, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises la religion. Donc, je ne sais pas si vous voulez un peu développer ce point, c'est-à-dire dans quelle mesure ça, à votre avis, ça joue un rôle aujourd'hui, peut-être différentiel, je ne sais pas. Et la deuxième, vous n'avez pas évoqué la question des nouvelles relations amoureuses, la drague, entre guillemets, en quoi vous voyez ce que ça change, que ça ne change pas? Est-ce qu'on surestime ce sujet? Alors, sur votre dernière question sur la drague, je me sens pas très légitime pour vous répondre. Je sais pas trop quoi vous dire. Si on drague différemment aujourd'hui ou pas. Là, je pense qu'il faut adresser la question au public peut-être, mais et puis c'est pas vraiment quelque chose que autant je peux être attentive à la vie de mes étudiants. Là, j'estime que ça ne me regarde plus. Sur la question de la religion, c'est très compliqué. Si je dis les choses assez
ouvertement. Il y a effectivement des des discours sur la place de la femme dans des interprétations qui viennent ou qui se réclament de la religion musulmane, qui s'entendent et qui se voient dans les établissements scolaires et qui posent problème. Et ça, c'est effectivement des stéréotypes qui sont compliqués alors je ne sais pas si on peut employer déconstruire, mais à interroger. Il y a des résistances très fortes sur ce que doit être la place de la femme, sur son infériorité ou sa complémentarité, on en parlait récemment, dans une logique qui est très, très complexe et très paradoxale, parce qu'elle est parfois plus défendue par des jeunes musulmanes qui ont toujours vécu en France que par mes étudiantes qui viennent du Maghreb et qui profitent avec plaisir de la liberté, entre guillemets, qu'elles trouvent ici en France. Donc j'y pense parce que j'ai assisté cette année à un conflit fort en classe entre deux jeunes femmes qui toutes les deux se définissent comme musulmanes, mais qui est justement sur le statut de la femme, ont eu une discussion très, très musclée. Et c'est difficile, surtout quand, ce qui est mon cas, c'est pour ça que j'essaie de parler avec prudence, on ne connaît pas bien l'origine de ces discours, l'origine de ces interprétations, où est-ce que c'est entendu. Alors maintenant sur Internet, ça on le sait, hein, qu'il y a des formes de prédication de ce type, mais un certain nombre de ces enjeux nous échappent. Mais cette figure masculine et virile, effectivement, elle vient aussi de ces pôles religieux. Oui. Oui, bonjour. Moi, je voudrais donner mon avis sur la relation soumission ou bien l'influence de la religion sur les femmes. En tant que musulmane, je peux donner mon avis. Ça dépend des sociétés, ça dépend des familles, ça dépend des milieux. On peut trouver des femmes musulmanes qui ne sont pas du tout influencées ni par leur père, ni par leur époux, ni par leur frère, ni par aucun autre homme. Et d'autres aussi. Des femmes qui portent le voile, par exemple, par leur propre volonté. D'autres à qui on a imposé ce voile, au sein de la même famille, par exemple. Deux sœurs, l'une mariée avec un homme qui lui impose sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de se conduire, et l'autre non, très très ouverte, ni voix ni rien du tout. Ça dépend aussi de la force de caractère de la femme. Donc on ne peut pas faire le lien entre la religion musulmane en l'occurrence et imposer à la femme. Ça, moi, je vous garantis, ça n'a rien à voir. Non, je vous remercie parce que c'était évidemment pas ce que je voulais dire. Mon expérience, elle se cantonne à ce qui se passe dans ma classe avec des élèves dans des banlieues parisiennes difficiles. Donc ça, c'est mon expérience. Mais bien sûr, c'est pas une vérité sur ni l'homme ni la femme musulmane. Ça, je pense que ça peut faire largement l'objet d'une conférence à part entière parce que le sujet est vaste dans l'analyse évidemment de ce qui ressort des textes, hein, des textes religieux dans toutes les religions, dont l'islam, mais dans toutes les religions, et après les comportements sociaux et les différences effectivement entre toutes les familles, mais comme on peut trouver en France ou en Grèce, entre les expériences de chaque milieu social, culturel, enfin voilà. Donc ça, Nadia, ça peut être pour l'année prochaine un autre sujet, mais je crois que pour ce soir, en tous les cas, nous avons dépassé notre temps et je crois que nous devons nous arrêter parce qu'il y a une autre conférence. Donc merci beaucoup à vous d'avoir participé, d'être venu ce soir. Merci beaucoup à Claire.